Bonsoir Julien Bayou. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national de Europe Écologie Les Verts. Merci d'être notre invité pendant 1 heure. Vous répondrez aussi sur Yannick Jadot, dont la campagne semble piétiner, sur une extrême droite puissante qui impose ses thèmes de campagne, sur Emmanuel Macron, donné vainqueur à ce stade dans les sondages, et en attendant, qui préside, fait des annonces et esquisse sa campagne. Dans 20 minutes, Yves Tréhard vous interrogera sur les Verts et la présidentielle, entre autres, et la gauche. Puis débat avec les parlementaires. Il sera question de l'éolien, du nucléaire, du recours à la violence dans l'action, parfois, des écologistes. Ah non, jamais. Mais, eh bien, on verra ça. Jamais. Pour commencer, l'Autriche qui confine, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'un pays européen recourt à cette méthode, qui confine les non-vaccinés. À partir d'aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne mesure ? Je trouve ça extrêmement dérangeant. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'il faut convaincre plutôt que contraindre. Moi, j'appelle vraiment l'ensemble de la population, et en particulier les plus vulnérables, les plus âgés, les personnes en situation d'obésité, à se faire vacciner. Vraiment, les médias ont un rôle important à jouer sur le fait de tordre le cou aux idées reçues ou aux fake news. Le vaccin ne fait pas de mort, ça n'est pas vrai. Le vaccin est sûr, et j'appelle vraiment l'ensemble de la population à se faire vacciner. Je crois que c'est très important que chacun se vaccine pour soi, évidemment, mais aussi pour l'ensemble de la population. C'est un geste altruiste. Vous êtes un chef de parti qui emboîte le pas, donc Emmanuel Macron, qui est venu mardi soir effectivement passer ce message d'encouragement à la vaccination à la 3e dose. Il a aussi annoncé qu'à partir du 15 décembre, les personnes éligibles à la 3e dose, c'est-à-dire au-delà de 65 ans, pourraient perdre leur passe sanitaire. Alors, il faut faire le calcul avec la 3e dose, avec la 2e dose, si on est après 6 mois, mais pourraient perdre leur passe sanitaire. Bref, une 3e dose adossée, incluse dans le passe sanitaire. Est-ce que ça aussi, c'est une bonne méthode ? Sur le fond, le passe sanitaire est un maigre désagrément pour justement éviter un reconfinement. C'est une atteinte aux libertés publiques. De devoir montrer son passe sanitaire avant d'aller dans un bar. Je considère que ce n'est pas une grave atteinte tant que c'est circonscrit dans le temps. Ce qui me gêne beaucoup, c'est la manière. C'est-à-dire que c'est le président qui décide de tout, pour tout le monde, tout le temps, après un conseil de défense qui a complètement esquivé le conseil de ministres. Et il y avait 6 semaines de débat au Parlement. 6 semaines. En fait, là, on va voir des parlementaires se font piétiner par le président qui décide de tout le temps. Ça n'est pas possible. Et qui d'ailleurs en profite pour une mise en scène. Vous l'avez dit, il esquisse sa campagne à travers une allocution de 27 longues minutes où il annonce reviendra tout à l'heure sur le fond. Rien. Il fait campagne avec les moyens de l'État. Il n'a plus de projet. Et je vous dis... Il instrumentalise. Oui, malheureusement. Il instrumentalise le virus. Moi, je préfère qu'il y ait un débat à l'Assemblée, au Parlement, au Sénat, avec les régions, avec les grands élus des municipalités, et qu'à la fin, on prenne en conscience une décision circonscrite dans le temps et compatible avec nos libertés. Là, on nous a dit, c'est finalement jusqu'à l'été prochain, on enjambe la présidentielle et législative. Je pense que ça pose un vrai problème de respect, en fait, dans ce pays. Donc c'est la méthode de décision du président et de l'annonce qui vous choque plus que le pass sanitaire lui-même. En face de vous, je vous présente Elsa Mandingava de la chaîne parlementaire LCP, à ses côtés Steve Jourdain de Public Sénat, et on va ouvrir cette séquence de questions par la Biélorussie. Gros sujet d'actualité. Elsa. Oui, exactement. La Pologne a annoncé il y a 2 heures qu'elle allait construire un mur aux frontières avec la Biélorussie, un mur de 100 km. Un mur, Julien Bayou, quelle est votre réaction à cette annonce ? C'est affligeant. C'est affligeant. Yannick Jadot disait ce matin que notre devise, c'est la liberté, égalité, fraternité. Il faut accueillir ces pauvres diables qui sont dans le froid par 5 degrés ou moins avec des enfants. L'Europe s'est construite sur l'abolition des murs, l'abolition des frontières. Il y a 30 ans, c'était la chute du mur de Berlin. Et là, voir que, un peu comme Trump avec le Mexique, la Pologne se lance dans la construction d'un mur, ça me navre. Et c'est aussi une manière finalement de céder à la violence, à l'indignité de ce stratagème de la Biélorussie et de Poutine. La Pologne dit que c'est son seul moyen pour se protéger aujourd'hui, de mettre un mur. La situation est intenable à la frontière. Mais il n'y a pas de menace. Vous avez 4000 personnes qui réclament en fait un foyer, qui ont quitté des pays, des dictatures, qui ont quitté des situations économiques désastreuses, qui cherchent, comme vous et moi, à ce que leur famille puisse survivre. 4000 personnes.
Donc, À pour l'échelle- vous, à il faut, l'échelle- je le redis, 4000 personnes à l'échelle d'un continent de 500 millions d'habitants. il faut les accueillir où et comment? Il faut les accueillir en organisant une clé de répartition. C'était un temps ce qui avait été envisagé il y a quelques années au moment de ce qu'on avait appelé la crise syrienne. Moi, je regrette qu'on n'ait pas retenu les leçons. Il y a une formidable solidarité, une demande, une proposition de solidarité à travers le pays. On l'avait vu le 15 Vous mai. les accueillez en France? Le 15 août, pardon, Vous les accueillez en après la France? crise à Kaboul. Vous les accueillez en France, Bien ces sûr, migrants? en partie en France et dans les autres pays européens volontaires. C'était une proposition d'Angela Merkel qui avait, si vous vous souvenez, été saluée par le candidat Emmanuel Macron en 2017. Il avait dit que l'action d'Angela Merkel avait sauvé les valeurs de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on fait, Julien Bayou? Qu'est-ce qui a changé depuis? Absolument rien, si ce n'est une faiblesse de ce président à l'égard des discours d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on fait si, après ces 4000 personnes qu'on accueille dans l'Union européenne, la Biélorussie continue à délivrer des visas et que... 1000 personnes. Mais dans les semaines prochaines, Alors, c'est peut-être 4000 de Je veux dire, plus. dans l'urgence, l'accueil inconditionnel. À moyen terme, Mais, des sanctions, pardon, je le redis, attends, je vais développer, mais non, bien sûr. Vous dites l'accueil, de ces personnes qui sont en difficulté. et des autres qui viendront. Mais juste de ces 4000 ou d'autres Voilà, je vous dis, dans l'urgence, l'accueil. À moyen terme, des sanctions, parce qu'on ne peut pas tolérer que ce gouvernement organise finalement une traite des êtres humains, le gouvernement biélorusse. D'accord. Donc, saisie et gèle des avoirs à travers l'Europe. Jusqu'où faut aller sur ces sanctions justement contre Et la ensuite, Biélorussie? développons une autonomie stratégique à l'égard de la Russie. Moi, j'en veux. Je pleure quand je vois la droite et l'extrême droite, en fait, finalement complices de Poutine. Justement, Julien Bayou, L'ancien Premier ministre, François Fillon, qui vend son carnet d'adresse à Gazprom. Elle est où l'indépendance énergétique? L'enjeu de la transition écologique, c'est évidemment une énergie moins chère, pouvoir se chauffer correctement. on va y revenir. C'est la rénovation thermique, c'est le développement des énergies renouvelables, et c'est aussi, enfin, une indépendance énergétique. Pouvoir dire... On va y revenir. Je vais rester poli, mais pouvoir dire non à Poutine. Pour revenir sur vous vouliez dire quoi? Poutine. Vous vouliez dire quoi? Et quand vous dépendez du vent et de l'énergie, vous pouvez dire merde à Poutine. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas. Pourquoi? À cause de la dépendance de l'Europe au gaz. À l'égard du gaz russe. Il y a une instrumentalisation du dossier. Vous n'êtes pas naïf quand même, Julien Bayou, par les Biélorusses. Vous dites ouvrir les frontières. C'est pour ça que nous proposons de saisir leurs avoirs. Vous savez très bien que les opinions publiques européennes sont chauffées à blanc sur les questions de la migratoire. Ils ne sont pas chauffés en blanc, ils sont extrêmement sensibles. Est-ce qu'il ne veut pas déstabiliser l'Europe? Est-ce que vous n'êtes pas naïf face aux tentatives de Loukachenko en Biélorussie et Poutine derrière? Mais qui est naïf? 4000 personnes. Mais je ne sommes absolument pas naïfs. Je vous dis un plan en 3 étapes. Vous faites confiance à Vladimir Poutine. Accueil des 4000 personnes. On apprend qu'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé, ils se sont mis d'accord pour une désescalade. Est-ce que vous faites confiance à Vladimir Poutine? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et je regrette d'ailleurs que dans ce pays, des gens qui se disent patriotes soient finalement financés, je pense au Front National, financés carrément, leur prêt présidentiel financé par la Russie. Qui sont les personnes véritablement soucieuses de l'indépendance nationale? Les écologistes. Donc vous allez au bras de fer avec Vladimir Poutine? Évidemment. Et un des enjeux et un des moyens de ce bras de fer, c'est une défense européenne, c'est une coopération européenne et ce Green New Deal, ce plan de transition écologique pour, à terme, ne plus dépendre de ce Emmanuel gaz Macron vient russe. de passer 1h45 avec Poutine au téléphone pour essayer de trouver un terrain d'entente sur la désescalade. Il a tort? Non, c'est bien. Il faut bien sûr continuer. Je vous dis simplement, prouvons à la Pologne que l'Europe peut être utile. Organisons cet accueil. 4000 personnes, qui peut croire que c'est un danger pour le continent? Il faut des sanctions. Les opinions publiques. Mais je ne suis pas certain. Vous savez, il y avait une vague de solidarité immense après la mort du petit Elan sur les rives, je crois que c'était de la Méditerranée en Turquie. Vous avez entendu le 15 août les propositions d'accueil de ces Afghanes qui fuient les talibans. Vous savez, je ne crois pas, moi, que la population soit... alors, elle est bercée dans les discours d'extrême droite, mais l'humanisme, ça a un sens. La fraternité, les encycliques du pape appellent à l'humanité. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce discours. Et je le redis, c'était d'ailleurs la proposition du candidat Macron qui avait gagné là-dessus. On va passer à un autre sujet. Je regrette qu'aujourd'hui, ce président ait complètement tourné le dos à l'humanisme. Les successeurs, les porteurs de cet humanisme, ce sont les écologistes. Il est cynique, il est quoi? Oui, il est cynique, bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, il avait dit, je me souviens en 2017, qu'il voulait que personne ne dorme à la rue. Et malheureusement, la police... à Paris, à Calais, s'emploie à chasser les migrants pour les empêcher de s'installer, au lieu de leur fournir un hébergement durable. Oui, il y a un cynisme pas possible et un manque de courage de ce président qui parle d'humanisme, mais qui finalement marche dans les pas de l'extrême droite.
Allez, un autre dossier, la COP26 à Glasgow s'est achevée samedi. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, dit que ce sommet a quand même été utile. Est-ce que pour vous, On voit son tweet d'ailleurs là. Exactement, ça a été utile ou pour vous, c'est juste un échec? Non, c'est un échec, malheureusement. On est sur un scénario à 2,7 degrés, c'est extrêmement grave, ça veut dire des inondations, ça veut dire des feux de forêt toujours plus grands, ça veut dire des sécheresses, ça veut dire... Vous voyez, les prix de l'alimentation, les prix des marchés des fruits et légumes cet été étaient plus chers du fait du gel et de la des chaleurs précoces. C'est quand même mieux que rien, un accord. Vous auriez préféré que les dirigeants se disent, bon, bah, finalement, on fait rien, non, on n'est pas capable de se mettre d'accord, on quitte la table des négociations. Chaque dixième de degré compte et il faut agir. Simplement, on a beaucoup de discours, parce que là, ce scénario de 2,7 degrés, qui est déjà catastrophique, hein, j'en veux pour preuve le fait que le président de la COP pleurait à l'annonce de l'accord. En disant il pleurait sur la Chine et l'Inde qui, dans la dernière heure, avaient modifié et dévoyé le texte, selon lui, sur le charbon. Il explique qu'il est désolé. Pas sur l'ensemble du texte. Il explique qu'il est désolé au moment de conclure. Sur la déception, oui. Au moment de conclure, désolé. Mais cet échec, vous l'imputez à qui? Quelle planète voulons-nous léguer à nos enfants? C'est l'entière question. Et donc, l'échec, il est imputable à ces gouvernements qui ont choisi les profits de quelques-uns, les charbons, gaz, pétrole, Total qui va faire plus de 3 milliards de profits sur la hausse du carburant, qui veut forer en Arctique et ailleurs. Mais la France a joué son rôle, selon vous, dans cette COP? Non, la France, Emmanuel Macron, comme d'habitude, est allé faire des beaux discours, est allé donner des leçons, alors que la semaine d'avant, il avait été sanctionné par la justice de notre pays pour inaction climatique, c'est le verdict de l'affaire du siècle. Il est allé donner des leçons et Yannick Jadot m'expliquait hier que lui qui va souvent dans ces COP, je crois que ça doit être sa 20e, il m'expliquait que jamais il avait vu à quel point la France avait joué finalement un rôle destructeur dans la capacité de l'Europe à parler d'une seule voix. Quoi? Vous aviez 5-6 pays qui reprochaient à la France ce forcing sur le nucléaire et le fait de, encore une fois, donner des leçons, alors que, rendez-vous compte, nous finançons par nos impôts la destruction de la planète, la destruction du climat. Ça s'appelle les subventions aux énergies fossiles. 10 la millions, France a décidé il y a eu un accord. Là, il y a eu un accord. 10 millions d'euros par minute. Mais vous parlez de quoi, là? Les subventions aux énergies fossiles. Mais à l'échelle de qui? Au niveau mondial. Oui. Là où nous devrions... Il y a eu justement une... Attendez, et la France a rejoint finalement cet accord pour mettre fin au financement des énergies fossiles à l'étranger. La France a augmenté de 25% ses engagements depuis la COP 21, depuis les accords de Paris. Là, elle a signé finalement. Elle a rejoint finalement l'accord. Alors si vous avez suivi l'affaire dans l'affaire... Investissement raisonnable. Il y a un mot qui a changé dans l'accord. Pour les personnes qui nous écoutent, c'est peut-être un peu obscur. Il y a une subvention aux énergies fossiles. C'est-à-dire qu'en gros, vos impôts, mes impôts, payent la destruction du climat et accessoirement la dégradation de notre santé. Les subventions aux énergies fossiles, charbon et gaz. C'est des sommes colossales. Et la France a augmenté ses engagements sur le sujet. Vous avez une coalition qui a proposé de cesser dès 2022. Et la France s'y est jointe très tardivement quand elle s'est rendue compte que ça n'impactait aucun projet. Donc en fait, c'est pas un engagement. Ça va rien, ces COP, juste en 10 secondes. Non, c'est un vrai... Non, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ce pacte pour le climat, c'est nécessaire. Et ça montre aussi, finalement, l'hypocrisie de ces décideurs qu'il s'agit de remplacer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des élections présidentielles en 2022, qu'un président français écologiste comme Yannick Jadot peut faire beaucoup et peut aussi faire bouger l'Europe. Alors, on a des éoliennes, un petit mot sur les éoliennes. Vous voulez pas de charbon, vous voulez des éoliennes. Toujours Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, dit qu'elle aimerait vous voir un peu plus sur le terrain pour les défendre. Les écolos, partout, ils sont pour les éoliennes parce qu'on a l'impression qu'avec les populations, c'est plus compliqué. Dès qu'il y a un projet d'éolienne, il y a des maires qui sont contre, il y a des habitants qui sont contre, il y a des agriculteurs qui sont contre. Et des associations écolos qui sont contre. Il y a deux types il y a les personnes qui sont sincèrement contre et donc il faut discuter avec elles. Et on y reviendra tout à l'heure avec le sénateur. Il y a une instrumentalisation. Cadec. Je pense au discours sur les paysages. Moi, il y a quand même une grosse instrumentalisation, alors qu'on n'entend pas ces mêmes personnes critiquer la publicité qui enlaidit nos villes. Et Grenoble, avec le maire Éric Piolle, est sorti de la publicité, et bien les abords de la ville sont plus beaux. Si on s'intéresse au paysage. Donc il y a un enjeu de concertation sur les éoliennes. Peut-être qu'effectivement, comme ce n'est pas des écologistes qui les ont installés, suffisamment selon vous. Nous, en tout cas, nous le ferions différemment. Effectivement, éloigner des zones Natura 2000. Là où peut-être il y a eu un développement chaotique des éoliennes, nous le ferions différemment parce que nous sommes attachés à la concertation.
tout simplement. Un droit de veto. Alors, on y reviendra sur les éoliennes tout à l'heure. Concertation, vous avez des maires, On y reviendra qui tout à l'heure. sont en demande. Yannick Jadot était en déplacement il y a 2 semaines du côté de Nantes. Le maire est un des fervents partisans de l'éolienne. L'éolienne, un champ à taille humaine qui apporte des subventions à la mairie et qui permet une énergie décarbonée et une indépendance énergétique. On aura le temps tout à l'heure avec M. Cadec, le sénateur, d'y revenir sur la façon dont vous voulez déployer ou non les éoliennes. Une question sur Emmanuel Macron qui a annoncé une mesure sur le chômage, notamment. Oui, Emmanuel Macron qui a annoncé la suspension des allocations chômage pour les chômeurs qui refuseraient de chercher un job. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vraiment ce poncif qui voudrait que pour créer de l'emploi magique, il faudrait durcir les conditions pour les chômeurs. Quand vous durcissez les conditions pour les chômeurs, en fait, vous durcissez leur vie. Vous enfoncez la tête sous l'eau des personnes qui ont déjà du mal à nager, et les à emplois respirer. sont disponibles, C'est pas 300 vrai. 000 Vous avez emplois 10 fois sont plus, pourvus. 10 fois plus de chômeurs que de... Que le contexte... Non, il y a toujours cette idée reçue qu'il y aurait des emplois non pourvus. Il y en a, mais il y a aussi tout simplement d'abord une inadéquation de la formation. Et puis surtout, disons les choses, c'est des métiers pénibles. Et dans l'hôtellerie, dans la restauration, payer au SMIC ou moins que le SMIC. Faut augmenter les salaires, quoi. Ben évidemment. Si on est sérieux avec la valeur travail, eh ben, le travail aujourd'hui ne paye pas assez. Quand vous êtes au SMIC, je pense à des femmes de chambre ou à des serveurs, des serveuses qui, vous savez, ils ont le travail le midi, après ils ont 6 heures à rien faire, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, ils ne peuvent pas forcément avoir un autre travail, et ensuite des travaux pénibles le soir, et puis des difficultés pour rentrer chez eux. Et ça se rémunère, tout simplement. Donc vous, la mesure annoncée par Emmanuel Macron mardi soir, c'est une mesure... C'est scandaleux. C'est scandaleux c'est parce qu'on a aidé sans contrepartie des entreprises qui se sont enrichis. Il y a notamment des profiteurs de la crise. J'ai parlé de Total qui s'enrichit sur la hausse. Total, ça fait 3 fois que vous le citez. Vous avez une dent contre Total ce soir. Si vous êtes écolo, à un moment, il faut bien encadrer Total, c'est certain. Encadrer Total. Sanctionner Total. Oui. Lui interdire d'aller chercher ses hydrocarbures, évidemment. Ah bon. Lui interdire. Comment? Vous voulez limiter l'entreprise Total de faire des recherches. Bien sûr, c'est un choix politique, c'est un enjeu de 2022, absolument. Voilà, et ça, c'est la seule contrainte que vous voulez faire, puisqu'on y est. Accélérer la transition sur Total. Et je pense qu'il serait juste qu'il y ait une contribution exceptionnelle, puisqu'ils vont s'enrichir sur le carburant, et que ces recettes exceptionnelles, elles n'aillent pas à financer les baisses d'impôts pour les plus riches, comme l'ISF, mais qu'elles soient redistribuées aux personnes qui sont dépendantes de leur voiture. L'essence. On a beaucoup parlé du prix de l'essence, les prix continuent d'augmenter. Sandrine Rousseau, c'est la présidente du conseil politique de votre candidat Yannick Jadot. Elle dit pour sortir de l'essence, il faut forcément passer par une augmentation du prix de l'essence. Est-ce que c'est une mesure qui figurera au programme de Yannick Jadot? Non, c'est ni dans le programme de Yannick Jadot, Yannick Jadot, ni dans le programme des écologistes. Je crois qu'elle le dit plus, elle l'a dit, elle le dit plus. Elle le dit plus parce que vous l'avez engueulée pour parler vulgairement. C'est pas notre programme. Ouais, donc elle est allée au-delà de ses prérogatives de campagne. Nous, l'enjeu de la fiscalité écologique, c'est la redistribution. Mais il y a une taxe carbone dans votre programme. S'il y a une fiscalité écologique, il faut que ça soit intégralement reversé aux personnes qui sont dépendantes. Ça peut se traduire dépendantes, de la voiture. Aujourd'hui, on a organisé une dépendance de la voiture. Quels que soient les revenus? Mais non, c'est bien sûr critériser. Ouais. Donc il y a un enjeu de développer les infrastructures de transport en commun. Vous savez, quand on a abandonné l'écotaxe en 2000... Ségolène Royal, j'ai un trou aussi, moi. Ça devrait trop... 2013 peut-être. Voilà. C'était des recettes d'1 milliard d'euros par an qui devaient aller abonder les infrastructures de transport, le soutien aux fret, les tramways, les bus et autres. Tout ça a été supprimé. Aujourd'hui, en fait, on a une dépendance à la voiture, cette métropolisation où vous avez besoin de la voiture pour aller faire vos courses. Les maternités, les services publics sont toujours plus loin. C'est encore pire, évidemment, en zone rurale. Dépendance à la voiture. Donc, il s'agit d'organiser les transitions. Ça passe par développement des infrastructures, une offre. Et puis, bien sûr, accompagner ces infirmières, ces enseignants qui ont besoin de la voiture tous les jours. Vous savez pourquoi ça a été abandonné? L'écotaxe, c'était à cause des bonnets rouges et la taxe carbone, c'était à cause des gilets jaunes. Faiblesse de la part de ces gouvernements. Les gilets jaunes, quand on a beaucoup discuté avec eux, ils ne vous disaient pas qu'ils étaient contre l'écologie. Ils vous disaient qu'ils voyaient très très bien que cette taxe servait à éponger les cadeaux faits aux plus riches. C'était une demande de justice sociale. Et en fait, qui peut être contre ? Comment ça se fait qu'on ait un président qui ait choisi de donner autant aux plus riches pour ensuite aller gratter 1 milliard sur les allocations des pauvres personnes qui ont perdu un emploi? Elle est où la justice?
C'est toujours Le président parlait d'égalité des riches, mais Emmanuel toujours Macron. plus, toujours plus. Vous avez des personnes qui se sont Vous êtes enrichies comme à milliards. François Hollande, c'est le président des très très riches, c'est ce qu'il avait dit. Tout à fait. Tout à fait. Malheureusement, je regrette qu'il n'ait pas fait grand-chose avant, mais c'est un joli commentaire. Merci beaucoup Steve, merci beaucoup Merci Elsa. Dans un instant, on va nous rejoindre Yves Tréhard, mais on va faire un détour. Ah ben ça vous enchante, on en est ravis. On va faire un détour par les locaux justement du Figaro pour retrouver Vincent Roux. Bonsoir Vincent. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Julien Bayou. Bonsoir. Beaucoup de réactions, Vincent, sur de vos lecteurs, sur la réponse de Raquel Garrido à une question sur Éric Zemmour qui a fait le déplacement devant le Bataclan samedi soir, le jour anniversaire évidemment des attentats. Oui, bonsoir donc Julien Bayou. Sur les réseaux, il y a eu cette petite phrase donc de Raquel Garrido pour qui les propos d'Éric Zemmour, qui samedi au Bataclan où il accusait François Hollande d'avoir su qu'il laissait rentrer des terroristes parmi les migrants sans rien faire. Ces propos, dit-elle, empêchent, je cite, la réconciliation avec les terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rien. Écoutez, moi, j'ai pas envie de commenter. Je crois que les associations de victimes ont suffisamment répondu à ce monsieur Zemmour. Et je ne souhaite pas que ce soit lui qui dicte le débat politique dans ce pays. Voilà, on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est notre devise. Il prospère sur ses provocations. Et je ne souhaite pas lui concéder le champ de bataille. J'ai envie de parler de l'avenir de la planète, j'ai envie de parler des droits des femmes. Il y a une manifestation extrêmement importante samedi pour enfin lutter contre les violences conjugales, sexistes, sexuelles. J'ai envie de parler du quotidien, des emplois verts qui ont du sens. J'ai certainement pas envie de lui concéder ce gain. Qu'est-ce que vous inspire les propos de Raquel Garrido ? On a bien compris ce que vous pensez de ceux d'Éric Zemmour, mais qu'est-ce que vous inspire les propos de Raquel Garrido ? J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Je suis pas certain, évidemment, que ce procès, l'enjeu, ça soit une quelconque réconciliation, évidemment. Mais par contre, c'est l'honneur de la France. Si elle avait pensé ça, vous seriez d'accord ou pas ? Je crois que c'est. Bon, je pense. C'est peut-être maladroit. Je sais pas. C'était maladroit au minimum, c'est maladroit. Au mieux, vous êtes contre. Non, mais je vais pas. Au pire. Elle est avocate. Ce procès, c'est aussi l'honneur de notre pays que d'être capable de juger des terroristes, qu'ils aient des avocats. Que le président de la République, qui était en exercice à l'époque, je salue cet exercice, vienne à la barre témoigner et être un peu aussi, comme j'ai vu, bousculé par des questions. C'est l'honneur de notre pays et la barbarie, le terrorisme, l'islamisme vise à nous faire abandonner tous nos principes et à nous provoquer la guerre civile. Et je trouve que, évidemment, on a vu la société vaciller, on a vu l'état d'urgence se banaliser, on voit aussi bon nombre de personnes confondre étrangers et dangers, musulmans et islamistes, mais on voit aussi ce rebond démocratique. Moi, je suis vraiment très fier que notre pays soit capable de juger dans l'état de droit et c'est ce que vous voulez retenir ce soir. Absolument. Merci Vincent. À tout à l'heure, avant la fin de l'émission. Yves Tréhard s'est assis face à vous. C'est à vous, Yves. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Julien Bayou. Bonsoir. Alors, vous avez parlé de Yannick Jadot, qui est votre candidat tout à l'heure, mais on se demande parfois où il est, parce que depuis maintenant le mois de septembre, il est candidat à cette présidentielle, et on a l'impression que il n'est pas audible, il n'est pas présent, c'est pas lui qui, si vous voulez, marque cette campagne électorale ou cette pré-campagne électorale, puisque nous ne sommes pas encore officiellement rentrés dedans. Mais on a l'impression qu'il peine beaucoup. Ah non, écoutez, d'abord, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est pas un sprint, c'est un marathon. La campagne, c'est en avril. Le dépôt des candidatures officielles, c'est en février. La campagne, elle démarrera véritablement quand le président, c'est un faux suspense, sera candidat à nouveau, donc certainement fin décembre ou début janvier. En attendant, l'enjeu pour nous, c'est de construire une candidature. Succession d'étapes nécessaires. Et on la voit pas, cette construction. Regardez, on parle, que vous aimiez ou pas. Je suis pas Éric Zemmour. Je suis pas d'accord avec vous. Qui est entré en campagne, en pré-campagne, il n'est même pas candidat encore. Et en quelques semaines, il a pris, je dirais, un élan, une dynamique que vous n'avez pas. Et je suis pas certain que ça soit à la gloire de nos médias, en tout cas de certains. Non, c'est pas les médias qui font. Vous ne pensez pas que ce sont les médias qui font les candidats? Je pense que ça n'est pas l'essentiel du débat, et je le redis. L'enjeu, c'est liberté, égalité, fraternité. Critiquer le bilan d'Emmanuel Macron sur ces trois piliers, il n'y en a pas. Moins de liberté, moins d'égalité, zéro fraternité et zéro sur le climat. Nous voulons remplacer Emmanuel Macron. Nous construisons une campagne. Yannick Jadot a gagné une primaire. Je crois que j'étais
moi, très fier du succès, la qualité des débats, le nombre de participants. Les différents candidats se sont rangés derrière lui. Tout ça s'organise. Le financement. C'est une stratégie alors. Mais bien sûr. Moi, je ne souhaite pas que mon candidat réponde à toutes les petites provocations. Et je veux quand même insister. Quand il fait une proposition sur la chasse, on l'a entendu. Hein, on a même noté. Supprimer le samedi. Hein, oui, encadrer enfin la chasse et permettre, quand vous avez les enfants qui viennent pendant les vacances, quand vous avez les enfants qui pendant les vacances scolaires, qu'on puisse profiter de la forêt en toute sérénité. Moi, ce que j'ai noté, ce que j'ai noté, c'est que ça a parlé, y compris à la droite, quand vous avez leurs représentants qui font les lèche-bottes auprès des chasseurs. Julien Bayou. Sur le nucléaire. Attendez, c'est moi qui pose les questions. C'est pas vous. Non, vous faites les réponses, mais je pose des questions. Si vous voulez bien. Vous aviez une candidate qui a été battue de très peu d'ailleurs à la primaire, qui s'appelait Sandrine Rousseau, qui elle, je dirais, marquait l'opinion parce que on était d'accord ou pas avec elle, mais elle marquait les esprits. On a l'impression d'ailleurs qu'on l'entend plus que Jadot aujourd'hui. Est-ce que Jadot, d'une certaine façon, qui ne représente pas toute l'écologie politique en France, mais y compris votre courant, parce qu'il est beaucoup plus raisonnable que ne l'était, entre guillemets, Madame Rousseau. Est-ce que finalement, là, est-ce que vous ne vous banalisez pas? Mais alors, attendez... Il y a tellement à redire dans votre propos. Déjà, Sandrine Rousseau, elle est raisonnable ou pas. Je ne sais pas si on est raisonnable, pragmatique, radicaux. Je pense que ce sujet n'a plus aucun sens vu l'urgence climatique. C'est pas un filet d'eau tiède dont on a besoin. C'est certain. Mais elle ne parle pas que de climat, Madame Rousseau. Et moi, je vous parle de climat. Et quand Yannick Jadot et l'ensemble des écologistes disent c'est folie le débat actuel sur le nucléaire, c'est une lubie qui coûte extrêmement cher et qui pourrait fracasser EDF. Parce que le mur d'investissement est énorme. Vous n'êtes pas entendu. Si on regarde les sondages, les Français sont maintenant en grande majorité pro-nucléaire. Ah non ? Ah si. Ah non, sur la construction de nouvelles centrales, vous avez beaucoup plus de personnes qui estiment urgent et prioritaire de faire du renouvelable, des énergies renouvelables, que de la construction de nouvelles centrales. Je ne sais pas d'où vous sortez vos sondages, mais... Ça dépend de la question posée. Est-ce que vous voulez une centrale à côté de chez vous? Non. Est-ce que vous êtes pro-nucléaire? Oui. Il a septembre, en tout ça cas, dépend de la question. Nous, on assume. Et je vois l'ensemble du spectre politique se promener pour aller soutenir le lobby nucléaire au risque, je le redis, de fracasser EDF. Et sur l'accueil de ces personnes là qui sont dans le froid en Biélorussie, là encore, il n'y a que nous. Il n'y a que les écologistes. Que dites-vous? Nous voulons proposer l'accueil, assumer l'humanisme, assumer pleinement la devise nationale. Il n'y a que nous. Tout à l'heure, mais avant vous, on n'a pas beaucoup entendu de voix écologistes pour dire ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Yannick Jadot ce matin. Madame Hidalgo, à peine 5%, Monsieur Jadot, à peine 10%. On aurait pu imaginer que la faiblesse du Parti socialiste, qui était quand même votre concurrent pendant très longtemps à gauche, dans la gauche, on va dire, social-démocrate, eh bien, profite à Monsieur Jadot. Et ça ne profite pas à Monsieur Jadot, ce qui veut dire que quand même, c'est bien malade de cette partie, je dirais, du débat politique est quand même en train de se chercher, non? Monsieur Tréhard, nous, on a fait des européennes avec un résultat historique, 3 millions de voix. L'avant-veille, nous étions à 6 ou 7%. Et nous avions démarré à 3%. Finalement, on a fait 13,5%. 3 millions, ça n'est certainement pas suffisant pour atteindre le second tour. Il en faut 2 ou 3 fois plus. Nous sommes en train d'organiser une campagne à la hauteur de cette ambition. L'enjeu, c'est remplacer Emmanuel Macron. Et moi, je vois de plus en plus, contrairement à vous peut-être, de plus en plus, le discours politique se structurer autour de 3 grands projets. Le passé, le présent, l'avenir. Le passé fantasmé, c'est l'extrême droite, l'Algérie française et les femmes à la maison. Qui fait 34% dans les sondages. Et qui ne tient pas la route. Qui fait 34% dans les sondages. Oui, mais enfin, quand on va rentrer dans le concret, faut-il sortir de l'Europe, vous verrez. Le présent... Ils n'ont pas dit ça. Justement. Non, mais il faut quand même le dire. Oui, mais c'est pas clair. On aime ou on n'aime pas, mais il faut être honnête. Ni l'un ni l'autre, vous faites évidemment référence à M. Éric Zemmour et à Mme Le Pen, ni l'un ni l'autre ne veulent sortir de l'Europe. Laissez-moi juste dérouler le truc. Passé, présent, avenir. Il faut être Emmanuel conforme Macron. à la réalité. Oui, mais je ne sais pas, ça change tout le temps. Alors le présent. Le présent, c'est Emmanuel Macron qui n'a plus de projet. Il n'a plus de projet. Il veut réformer les retraites, on ne sait pas très bien pourquoi. Non, il vous a dit qu'il ne voulait pas les réformer jusqu'à la fin du quinquennat. Quand il le proposait, on ne savait pas combien cela allait faire d'économies. Vous connaissez, vous, un pays où le président s'engage sur une telle réforme sans mesurer l'effet sur les comptes publics ou sur la situation personnelle de chacun? On nous a dit relancer le programme nucléaire. Oui. Combien? Pourquoi? Combien de centrales? Où ça?
En fait, on a des débats complètement éthérés. Pourquoi il vous a dit pourquoi? Parce que l'énergie est chère, parce que l'énergie, le nucléaire est cher. Actuellement. Le nucléaire est cher. D'accord. On va en parler. Et alors l'avenir? L'avenir, c'est quoi alors? La seule question qui compte, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? La lutte contre le dérèglement climatique et les inégalités qui vont de pair. Et c'est la création d'emplois, c'est la relocalisation, c'est le sillon que trace Yannick Jadot sur la relocalisation, Alors, sur la vous oubliez réindustrialisation. Une chose qui est très importante, qui est à une de l'actualité aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que justement... Ça, c'est le présent. Est-ce que le présent, répondre aux questions qui sont posées par les Français sur le pouvoir d'achat, qui réclament plus de pouvoir d'achat, est-ce que cela est conciliable avec ce que vous leur proposez? Mais bien sûr, moi je parle de pouvoir de vivre. Et il y a deux aspects. D'abord, la hausse des salaires. Je le redis, le travail ne paye pas suffisamment dans ce pays. Et on a un Emmanuel Macron et la droite avant, qui nous parle de la valeur travail, mais enfin, la valeur travail à droite, c'est surtout les emplois fictifs, comme avec François Fillon. Mieux rémunérer le travail. Et là-dessus, la proposition de la CGT, que enfin les conventions collectives démarrent au SMIC, parce qu'aujourd'hui, il y en a pas mal. Est-ce qu'il faut réduire le temps de travail? Oui. Hebdomadaire? Oui. Et on peut l'ajuster. 32 heures, c'est un enjeu. Payer combien? 32 heures, mais il faut l'ajuster sur l'année. Yannick Jadot, en temps utile, présentera plus avant ce. Et vous, quelle est votre conviction, vous? 32 heures, que la payer réduction combien? du temps de travail est un projet de société, que c'est la politique publique qui a créé le plus d'emplois dans les 30 dernières années. D'accord, ce sont des grandes injonctions. Et c'est payé combien d'abord? Voilà, payer combien d'heures? Les gens ont envie de savoir ce que vous leur promettez pour leur vie. Le présentera, il est actuellement... Alors, désolé. Donc en fait, c'est pas encore totalement calé. Alors, vous avez le droit, hein? Non, mais je vais vous vous dites dire. c'est en construction, c'est en chantier. Non, mais alors, laissez-moi. C'est vrai que vous êtes habitué peut-être à un président qui décide de tout seul, tout le temps. C'est pas notre culture. Oui. Non, mais désintoxiquons-nous de ce Jupiter. Et donc, je termine de vous répondre. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes. Donc, une grande négociation. Nous sommes lundi. Ouais. Yannick Jadot a rencontré le MEDEF, la CFDT, et d'ici début décembre, l'ensemble des organisations syndicales, justement pour travailler une concertation, une vraie. Nous ne méprisons pas les corps intermédiaires et nous voulons traduire en propositions politiques leurs revendications sur la protection des salariés, sur la hausse des rémunérations et sur la réduction du temps de travail. Si Monsieur Jadot... Est-ce que c'est concret? Oui, j'entends bien. Si Monsieur Jadot, on va voir si les Français approuvent. Et la deuxième partie, la deuxième partie, donc la hausse des revenus, et la deuxième partie, la limitation des dépenses contraintes. On sait que les dépenses qui vous prennent à la gorge, c'est le loyer, c'est le prix du chauffage. C'est vous qui allez décider si ça coûte moins cher. Avec la rénovation thermique, oui, si je rénove, alors peut-être pas votre logement, parce que vous en avez peut-être moins besoin que d'autres, mais zéro reste à charge, zéro avance, comme le réclame la Fondation Abbé Pierre et la CFDT. Moins de contraintes en ce qui concerne le chauffage. Parce que les dépenses contraintes, il y en a beaucoup. Nous, on appelle ça un 13e mois écolo. On appelle ça un 13e mois écolo. Mais c'est la même chose sur l'alimentation. Quand on fait des cantines bio, comme à Trappes, ou vous pouvez à Grenoble, pour quelques dizaines de centimes, vous assurez que votre enfant, il mange bien à la cantine. C'est une dépense contrainte. Dernière question. Actuellement, on appelle ça un 13e mois écolo. En intention de vote, votre candidat est inférieur à 10%. Si c'est encore le cas au début de l'année prochaine, est-ce que vous commencerez à vous poser des questions, à savoir s'il ne faut pas faire cause commune avec Madame Hidalgo ou avec d'autres pour essayer de franchir un cap? Moi, je crois à la cohérence et à la constance. Je suis convaincu que dans cette période de grande confusion, le fait de proposer un chemin très clair, l'écologie, c'est ce qui peut rassembler. Donc s'il y a différents projets, eh bien, il y aura différentes candidatures. Si différentes forces nous disent on vous suit sur l'écologie, sur l'humanisme, sur les droits des femmes, sur la justice sociale, eh bien moi, j'organiserai... Un ISF énergétique, par exemple, vous êtes pour? ISF climatique, bien sûr, c'est ce que nous proposons. D'ailleurs, c'est un point commun que nous avons avec le parti radical de gauche. Ouais, enfin, Hidalgo, j'arrive pas à suivre, mais le parti radical de gauche est au moins constant. C'est pas lui qui va vous faire, avec tout le respect que je lui dois, c'est pas lui qui va vous faire progresser. Je vous parle des différentes forces et des convergences possibles. Avec le parti radical de gauche, il y a cette idée de surtaxer le luxe carboné, par exemple. En miroir, Yannick Jadot propose de moins taxer les produits que vous pouvez réparer, parce qu'ainsi, vous créez des emplois locaux dans la maintenance, dans la réparation, c'est made in France, c'est relocalisé, et ça crée plus d'emplois. Pour les particuliers aussi, donc, parce que vous parlez de... Quand on a des actions dans Total, puisque tout à l'heure, vous disiez Total, c'est le diable, si j'ai des actions chez Total, je serai taxé. Non, mais je résume. Non, mais on connaît tous cet électroménager qui flanche, c'est la bouilloire qui flanche au bout de 13 mois alors que la garantie c'est 12 mois. Eh bien, étendre la garantie, c'est un gain de... Moi, je vous parle de l'ISF climatique.
Oui, il y a SF climatique. Il y aura du bonus et du malus, c'est ça. Il y aura un système de bonus-malus. En fonction du carbone, évidemment. Voilà, à préciser. Merci infiniment. Merci Elisabeth. Yves Tréhard, justice sociale. dans un instant... C'est une proposition de Greenpeace d'ailleurs que je salue. Eh bien, on attend le programme détaillé et à ce moment-là, Yves Tréhard viendra vous voir et vous en reparlera. Dans un instant, comme le veut cette émission, on accueille 2 parlementaires. Une question dans l'intervalle de leur installation, si vous le permettez, Julien Bayou. Il y a 285 femmes qui publient aujourd'hui une tribune dans le journal Le Monde, datée de demain, des femmes politiques ou pas, ou de la société civile. Par exemple, j'ai noté Karima Deli, mais c'est sans doute pas la seule élue Europe Écologie Les Verts. Elle se prononce en faveur de l'exclusion de la politique, des candidats mis en cause dans des affaires de harcèlement ou d'agression sexuelle. Vous signez ? Oui. Alors c'est une tribune. Sur quelle base l'exclusion ? Comment ça se passe ? Je pense qu'il y a un enjeu absolument essentiel à garantir aux femmes la possibilité de militer dans la plus parfaite sérénité. Et c'est aussi un moyen de faire émerger évidemment des candidatures et des élus femmes. Mon parti, ce travail a commencé avant moi, il va poursuivre après. On a engagé un dispositif où vous pouvez signaler le comportement d'un élu ou d'un militant. C'est signalement@elv.fr. Une commission indépendante qui enquête, qui étudie le dossier et qui formule des recommandations, dont la suspension ou l'exclusion. Elle n'est pas automatique, hein ? Je note évidemment que à partir du moment bien sûr, il y a un petit travail, voilà. Et effectivement, heureusement. Effectivement, je souhaite écarter des investitures législatives, par exemple. Mais nous l'avons fait déjà sur les régionales, quand un signalement est recoupé et pas forcément nécessiter une plainte, parce que ça voudrait dire imposer à la victime une contrainte supplémentaire. Donc vous faites la justice vous-même, en interne. Vous faites une enquête interne pour vérifier une affirmation qui vous a été formulée. Ces personnes sont évidemment présumées innocentes, bien sûr. Elles ne sont pas jugées, donc elles ne sont même pas véritablement mises en cause au sens judiciaire du terme. En revanche, oui, nous devons assumer d'écarter les personnes qui sont mises en cause ou dont les comportements sont, pour autant, même s'ils ne sont pas poursuivis en justice, dont les comportements sont absolument contraires aux valeurs que nous prenons. Vous n'attendez pas de... C'est notre choix, alors ça, et en fait, c'est notre responsabilité. Donc vous n'attendez pas de décision de justice. Vous anticipez sur la base d'une enquête interne. Vous savez comme moi que malheureusement, il y a très peu de décisions de justice qui sanctionnent des violeurs. Il y a une forme d'impunité. Ça progresse un peu. On a vu encore avec les décisions de la commission Sauvé qu'il pouvait y avoir 300 000 victimes de la part de l'Église et finalement 0 coupable et responsable. Et donc malheureusement, oui, il y a un travail encore immense à faire et c'est pour ça que nous soutenons pleinement la revendication de nous toutes, par exemple, mais du mouvement féminisme en général, 1 milliard d'euros par an consacrés à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est la formation des magistrats, c'est l'accueil. Il y a ce collectif Double Peine qui démontre qu'à Montpellier, vous pouvez être insulté, humilié quand vous êtes une femme et que vous venez dénoncer ou porter plainte pour viol. Et vous avez répondu à ma question. Vous êtes d'accord évidemment avec cette tribune qui, encore une fois, prône d'écarter tous les hommes qui sont et je ne dis certainement pas que nous y arrivons systématiquement, mais que nous y travaillons et j'appelle les autres partis à faire de même. Face à vous, je vous présente Alain Cadec, sénateur LR des Côtes-d'Armor. Bonsoir. Bruno Millienne. Bonsoir Bruno Millienne. Vous êtes député MoDem des Yvelines. Chacun a sa carte blanche. Tout à l'heure, une interpellation qui lui est propre, mais il y a un thème commun. C'est le mix énergétique. Ça n'a pas beaucoup vous dépayser. C'est un sujet que vous connaissez bien. Bruno Millienne, donc en tant que membre de la majorité, évidemment, vous êtes plutôt favorable au regain d'intérêt du président pour le nucléaire. Quelle part pour le nucléaire et pour le renouvelable souhaitez-vous? Et quelle est votre interpellation? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive progressivement à sortir du nucléaire, mais pas dans les mêmes conditions que Julien Bayou et que Yannick Jadot. Enfin, je pense qu'il va falloir plus de temps. On a besoin du nucléaire pour pouvoir asseoir aussi nos énergies renouvelables. Tout ça se fait pas en un jour. On a pris énormément de retard et il va falloir qu'on aille vers un mix énergétique qui tient compte du nucléaire pour 2 raisons. D'abord parce qu'on en a besoin
pour arriver à la neutralité carbone qu'on veut en France, sinon on n'y arrivera pas. Ça, je pense que tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. C'est la première chose. Et deuxième chose, la recherche continue sur le nucléaire, et condamner définitivement la filière du nucléaire, c'est aussi mettre fin à des projets comme le projet ITER, qui est peut-être porteur de choses. Bah si, vous n'y croyez pas, Julien Bayou, très bien. Au projet ITER, nous on a plutôt tendance à y croire, ou d'autres formes d'énergie qu'on pourrait trouver, comme le thorium aussi, qui peuvent s'étudier, le thorium, tout le monde ne connaît pas le thorium, hein. sans omettre de développer les énergies renouvelables pour lesquelles on a pris énormément de retard. Ça, je suis d'accord avec vous, et on essaye de le rattraper. Donc, quelle est votre question à Julien Bayou? Je peux noter, alors il y a une forme d'en même temps qui est évidemment typique de la majorité, évidemment. Non, typique de Bruno Millienne, déjà, c'est pas mal. Mais je peux noter le terme croyance. Et c'est ça, en fait, que je reproche au lobby du nucléaire, c'est la croyance. C'est-à-dire qu'en fait, on a la dernière centrale ouverte en France. Je pense que vous connaissez comme moi la date. Fin du siècle dernier. Oui. L'EPR de Flamanville, les travaux ont démarré en 2006. Et maintenant, on culmine à presque 20 milliards d'euros. Et on nous dit que c'est ça la solution. Et alors, on a un président de la République qui a annoncé la relance du nucléaire avec ses petits réacteurs. Alors, c'est soi-disant, certainement pour faire passer la pilule plus facilement. Oui, mais vous êtes dans une forme de croyance contraire, Julien Bayou, à la nôtre. Non, alors attendez, juste pour terminer, où est-ce qu'il y a un prototype de ce type qui fonctionne dans le monde? C'est SMR, où ça? Les SMR, ils commencent à être développés aux États-Unis notamment. Où est-ce qu'il y a un prototype qui fonctionne? C'est en cours d'élaboration. Alors évidemment, le SMR, c'est pas la solution. On a d'autres solutions. C'est la solution. Ça va être la solution, une des solutions, parce qu'on va pas engager non plus des super réacteurs. Si je vous parlais d'un pays dont le président base l'ensemble de la politique énergétique sur une technologie qui n'existe pas encore, vous me diriez, ce mec. Mais non, on n'est pas. Mais non, mais donc moi, je n'ai rien contre la recherche et le développement. C'est là où vous faites un contresens. On ne base pas le mix énergétique uniquement sur le nucléaire. Vous avez vu les scénarios de RTE. Je suis content de vous l'entendre dire. Vous avez vu les 6 scénarios de RTE, il y a 6 scénarios qui sont sur la table, il va falloir choisir parmi ces 6 scénarios qui ont été remarquablement étudiés et qui ont impliqué énormément de personnes, les travaux datent depuis 2019, il faut choisir parmi ces 6 scénarios celui qui nous amènera le plus vite possible à la neutralité carbone pour le coût le moins important possible pour la population. Là où je peux vous rejoindre, c'est qu'il y a effectivement besoin de recherche et développement, y compris sur les énergies renouvelables. Et qu'il y a un enjeu de sortir du nucléaire, nous l'affirmons, mais personne ne dit qu'il s'agit de le fermer aujourd'hui. Personne ne dit qu'il faut Je ne sais pas si on le fermera un jour. En fonction de l'évolution de la recherche. Votez pour un écologiste et vous saurez. Non, mais en fonction de l'évolution de la recherche, le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. On peut peut-être améliorer les choses. Alors, vous ne pouvez pas condamner une filière comme ça. Quand l'énergie est 4 fois plus chère pour le nucléaire et que les courbes continuent de se creuser, évidemment que le choix stratégique, je ne parle que de prix, je ne parle même pas du risque ou des déchets, qui en amènerait encore sur d'autres débats. Mais rien que le prix de l'énergie commande de ne pas rater le tournant des renouvelables. On va pas, justement, tiens, le renouvelable, l'éolien, Alain Cadec, la parole est à vous. Oui, d'abord, souligner l'éclair de lucidité du président de la République, parce que après cette trompée en 2018 et en annonçant la fermeture des réacteurs nucléaires, aujourd'hui, le président de la République nous annonce qu'il est pro-nucléaire. Moi, je dis bravo, tant mieux. Nous, Républicains, c'est ce qu'on dit déjà depuis de nombreuses années. On a besoin du nucléaire pour l'indépendance énergétique de notre pays. Et vous allez chercher où l'uranium? C'est nécessaire. Vous allez chercher où l'uranium? Et vous allez chercher où le lithium, le cobalt ou le nickel? Je vais vous en République démocratique du Congo l'uranium. Non, mais je vous en prie, l'uranium dont on nous bassine avec l'indépendance énergétique pour le nucléaire, on va le chercher en Mongolie. Allons. Nous voulons développer la recherche et développement. C'est pour ça qu'avec Yannick Jadot, nous sommes allés à Ferropem, usine en Savoie, qui produit du silicium. Alors, on va laisser Alain Cadec développer son... les deux localisations de ces entreprises qui produisent les métaux dont nous avons besoin. C'est Ferropem en Savoie. Je salue donc la décision du président de la République. On a besoin de ce mix énergétique qu'on a évoqué tout de suite, avec un nucléaire fort. Aujourd'hui, c'est 70% de notre consommation, notre production d'électricité. On a besoin de ce nucléaire. Pas seulement, il nous faut aussi de l'éolien, il nous faut du photovoltaïque, il nous faut de la méthanisation. Bien sûr qu'il faut un mix énergétique pour arriver. Je rappelle quand même que l'énergie nucléaire est la plus décarbonée, que vous le vouliez ou non, Monsieur Bayou. Alors, on n'en a pas construit depuis Vous ne pouvez pas le contester. On est le pays qui est le plus décarboné en Europe aujourd'hui. Oui, mais c'est maintenant qu'il faut agir. On est le pays le plus décarboné en Europe, grâce à notre énergie nucléaire. Donc il faut la renforcer. Il faut la renforcer parce qu'aujourd'hui les énergies fossiles coûtent très cher aux citoyens. L'essence coûte de plus en plus cher. Le gaz qui nous vient
un peu partout. Vous savez que c'est François Fillon qui a aligné les prix au niveau européen, malheureusement. J'ai une pensée pour François Fillon aujourd'hui, d'ailleurs. Moi aussi. L'ouverture de son procès en appel. Peut-être qu'il pourra rendre l'argent. Vraiment une parenthèse, on continue. On a peut-être pas la même pensée, d'ailleurs. Donc, en tous les cas, je pense qu'on a besoin de ce mix énergétique, mais encore une fois, avec une énergie nucléaire solide. Et alors l'éolien, on y arrive? C'est trop cher. L'éolien, allez-y. L'éolien, ça peut être une énergie, c'est une énergie renouvelable intéressante. Simplement, il ne faut pas la mettre n'importe où, n'importe comment et à n'importe quel prix. On rappelle que vous êtes dans les Côtes-d'Armor, monsieur. Absolument. Donc, vous êtes concerné par un gros dossier. J'ai été élu local, moi, pendant très longtemps. J'ai été conseiller départemental, j'ai été conseiller municipal, maire adjoint. Et alors? Je sais ce que c'est. J'ai été président de la commission locale de l'eau de la baie de Saint-Brieuc. Je sais ce que c'est que l'écologie. En baie de Saint-Brieuc, on essaye de nous installer 62 éoliennes de 207 mètres de haut à peine 12-15 km d'un grand site. Donc vous faites partie des opposants le site du Cap Fréhel. Donc on voit bien que ce parc n'a pas de sens. Voilà, c'est une... La France a une des plus grandes surfaces maritimes, évidemment. Et je crois qu'il y a la deuxième du monde. Il y en a zéro. Une ou deux éoliennes connectées. Non, je crois qu'il y en a une sur ce au parc maximum. en particulier, mais moi j'insiste sur l'enjeu. Vous avez dit il ne faut pas les mettre partout et dans n'importe comment, pas n'importe. Évidemment, tout simplement. Je crois. Alors je veux pas. Je suis pas parfaitement connaisseur du dossier, mais il me semble que les pêcheurs avaient proposé un autre emplacement. Et je crois que ça coûtait pas grand-chose. Ouais, c'est plus compliqué que ça, M. Bayou. Et quand l'État a dit c'est pas grave, on va tout droit, évidemment qu'il suscite une colère. On les a pas écoutés, certes. Et ben voilà. On les a pas écoutés. Et donc, on est en présence sur les éoliennes, d'un site, excusez-moi, rapidement, un site de production de coquilles Saint-Jacques qui est exemplaire dans le monde. Il est géré par les pêcheurs depuis 60 ans, par les pêcheurs, l'État et les industriels, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc. Ce parc éolien, il va détruire ce gisement de coquilles Saint-Jacques. C'est un drame absolu. C'est un drame absolu. En tous les cas, il va l'impacter de manière significative. On sait aussi, si vous préférez ces termes-là. Oui, déjà c'est mieux. Et on sait aussi que les éoliennes font office de récifs artificiels. Oui, alors là, les RCP, moi, vous savez, j'ai été président de la commission de la pêche du Parlement européen. On va pas s'embarquer. Sans rentrer vraiment dans le détail. Vous voyez, c'est symptomatique. L'État, il avance tout droit. Et donc les pêcheurs font une contre-proposition. Qu'est-ce que ça coûtait de l'examiner? Et donc aujourd'hui, les pêcheurs sont opposés. Cela dit, il y a des contestations locales partout. Alors dans ces cas-là, on peut en mettre absolument nulle part. Pas du tout. Il y a des études très intéressantes qui montrent que l'adhésion et le soutien aux énergies renouvelables n'est finalement pas si décalé que vous soyez loin ou proche d'une éolienne. Il y a un soutien et une priorité pour c'est vrai que quand on est prêt, on n'est pas forcément contre. Mais quand on est loin, on est plutôt contre. Mais de l'éolien flottant, par exemple. Mais il y a des associations qui recherche et développement à développer là-dessus. Vous avez un terrain d'accord en tout cas. Et moi, je regrette que l'essentiel de la recherche et développement, elle soit sur l'énergie nucléaire et que ça cannibalise, ça phagocyte. Les chemins mènent au nucléaire. La Pologne, on peut travailler. La Pologne a le brevet sur le photovoltaïque de synthèse. En ce moment. La Pologne a le brevet sur le photovoltaïque de synthèse. C'est une doctorante qui l'a inventé sur son temps libre. Vous voyez, si la France avait mis un peu d'argent dans la recherche et développement, ça c'est un autre problème. Les panneaux photovoltaïques, ils nous viennent aussi de Chine. Pour dire que la France n'a pas été assez vite. La carte blanche de Bruno Millienne. Oui, Julien Bayou, je vais vous poser une question qui va peut-être pas vous faire plaisir, mais je voulais vous interroger aujourd'hui sur la manifestation, ou devrais-je dire l'émeute, organisée le 6 novembre dernier contre les bassines de retenue d'eau à Cran-Chaban, en Charente-Maritime. Votre parti, Europe Écologie Les Verts, pas vous, je dis votre parti, a déclaré soutenir sans réserve les actes commis au cours de cette manifestation. C'est tiré d'un article de Ouest France, je n'invente rien. C'est une très bonne presse. Voilà, au cours de cette manifestation violente qui a conduit quand même des activistes à blesser 3 gendarmes et à mettre le feu à des installations, entre autres exactions. Je rappelle que le litige, pour nos téléspectateurs, le litige n'est pas réglé aujourd'hui sur ces bassines, ça n'a pas encore été tranché. Si, et que même... elles sont illégales. Le tribunal administratif de Poitiers. Oui, mais il y a appel. Ah d'accord, mais donc c'est pas définitivement tranché. Soyons clairs. Ah mais d'accord, mais après ça sera la Cour de cassation, mais le Conseil d'État. Et que même s'il l'était, nous sommes dans un pays où les décisions de justice ne sont pas appliquées par des milices violentes, mais par les autorités publiques, que cela vous plaise ou non. Alors, vos militants, laissez-moi terminer, vos militants invoquent la légitimité de leur action, au même titre d'ailleurs que les anti-vax invoquent la légitimité pour s'en prendre au centre de vaccination, ou l'extrême droite pour s'en prendre aux migrants, et chacun pensant se substituer à l'État
dans ce qu'il considère être le bien. J'en viens à ma question. Elle est simple. Comment aspirer à devenir un parti de gouvernement lorsque l'on revendique le recours à la violence, en contradiction totale avec l'état de droit? Plus précisément, si vous arrivez aux responsabilités, est-ce le président de la République qui, au mépris le plus total de notre droit et de la séparation des pouvoirs, pourra proclamer la légitimité de telle ou telle action violente en fonction de son jugement personnel de ce qui est bien ou mal? Alors, je vous rassure, il est peu probable que Yannick Jadot devienne président de la République. Attendez, mais bon, nous ne cautionnons aucune violence. Là, ça a été cautionné quand même. Non. J'ai appelé moi-même les organisateurs et les participants. Ce qu'ils m'expliquent, c'est que 2 gendarmes ont été blessés, notamment cheville foulée, en reculant. J'ai entendu que le ministre de l'Intérieur avait porté plainte. Je souhaite que cette plainte aille au bout pour qu'on puisse faire toute la lumière. Vous n'allez pas me dire que l'action n'était pas violente. Vous avez brûlé des installations. Je peux vous répondre ? Oui, allez-y, mais enfin... Nous ne cautionnons aucune violence. Ces gendarmes ont été blessés en reculant. Sous la pression. Mes militants n'y sont absolument pour rien. Si l'enquête démontre qu'il y a eu violence, nous les condamnerons. À ce stade, je n'en connais pas. Ce qui s'est passé, c'est que ces bassines, ce sont des gigantesques réservoirs. Et au mépris de l'état de droit, comme vous dites, les exploitants ont pompé la nappe phréatique. C'est de l'accaparement du bien le plus précieux, l'eau. La Confédération paysanne, que je soutiens sans réserve, est allée démonter la pompe. C'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette pompe? Ils l'ont confiée au ministère de l'Agriculture. Si c'est un vol, alors le receleur, c'est le ministère de l'Agriculture. C'est la preuve, si vous voulez. Moi, écoutez, sur cette eau, qu'on puisse faire des retenues d'eau, ah oui. Mais là, l'enjeu, c'est que des agriculteurs, pour aller faire du maïs, qui est une des consommations les plus consommatrices d'eau, une des plantations les plus consommatrices d'eau. La question était le recours à la violence. Est-ce que c'est légitime? Il n'y a pas de violence. Bah si, je repose la question. Vous ne pouvez pas la nier. Il y a eu violence. Non. Mais si. Non. Et l'enquête le démontrera. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que ces militants... tout le monde a vu les images. Julien Bayou, comment vous pouvez dire ça? Qui est procès. Tout le monde a vu les images, on les a pas inventées les images, ça a choqué quand même une partie de la population. Mais c'est pas la première fois. Ils sont allés Yannick Jadot, embarrassé quand même par cette Yannick Jadot lui-même, ils sont allés enlever des bâches et démonter une pompe. Yannick Jadot lui-même revendique le fait d'avoir été un faucheur illégal d'OGM. Enfin, je veux dire, on peut pas. Franchement, il aspire à la plus haute représentation de l'État. Il veut être président de la République. On peut pas. Enfin, il y a un moment où l'État de droit doit être respecté. Il se revendique lui-même. Il est fier d'avoir participé au fauchage d'OGM illégaux. La désobéissance civile peut être utile. Alors vous faites comment pour gouverner le pays? C'est une action illégale. Il n'y a aucun droit. C'est illégal. Il n'y a aucun droit social ou féministe ou écolo qui a été conquis autrement que par le cumul des actions. Et quand est-ce que ça s'arrête dans les urnes? Les suffragettes, par exemple, ont conquis le droit de vote, y compris avec des mobilisations. Question subsidiaire, que ferez-vous de ceux qui s'opposent à vous de manière plus ou moins violente? La désobéissance civile. Elles étaient dans la revendication des droits et effectivement, vous parlez des suffragettes, elles ont recouru à une forme de violence qu'elles pensaient légitime. Elles ne prétendaient pas devenir présidente de la République. Je ne défends pas. Jusqu'à quand on est activiste et on ne le devient plus quand on veut être président de la République? C'est ça la question de Souffrez que je termine de vous répondre. Oui, mais alors, brièvement, parce qu'on a la carte blanche de M. Cadec. Le sujet est important. La désobéissance civile, c'est non violent. C'est en dernier recours, c'est assumé à visage découvert, y compris devant les tribunaux. Et donc, s'il y a plainte, s'il y a procès, je suis confiant dans le fait que ces militants écologistes, désobéissants et non violents, assument leurs actes. Et nous verrons si cette installation était légale ou illégale. Elle est illégale. La construction, le remplissage, le vidangeage est illégal. J'entends bien ce que vous me dites. C'est terminé, malheureusement. J'entends bien ce que vous me dites. La carte blanche de Cadec. Mais souffrez que des gens s'interrogent sur le fait d'avoir quelqu'un qui aspire à la présidence et qui aussi, dans son temps... Julien Bayou vous répond, ce sera la justice de trancher. Alain Cadec. Protéger le marais Poitevin. Vous connaissez la situation à côté de Niort. Le marais Poitevin est en danger de mort. Je ne vais pas évoquer la désobéissance civile. Je ne partage pas votre analyse. Simplement, 2 questions. Pourtant, François Fillon désobéit. Non, attendez. Laissez François Fillon où il est aujourd'hui. Il est en appel, on verra ce qui se passe, et puis la justice décidera. Simplement, moi, ce que je voulais dire, c'est que le projet que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'on a évoqué ensemble sur l'éolien sur la baie de Saint-Brieuc, fait l'unanimité aujourd'hui. L'unanimité contre lui. Quelle est votre position, vous, qui êtes les tenants de l'écologie, vous, Julien Bayou, secrétaire national de Europe Écologie Les Verts? Quelle est votre position là-dessus? Ce projet, je voudrais le savoir. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, je demande l'arrêt. Je ne suis pas le seul, je demande l'arrêt de ce... Et puis, deuxième question,
qui revient au départ de notre intervention tout à l'heure. Vous voulez arrêter le nucléaire. Vous faites comment? Quand? Demain? Après-demain? Vous faites comment? Vous faites quoi, là? Très bien. Alors, nous soutenons le parc éolien en mer. Celui de la baie de Saint-Brieuc. On est bien d'accord. Je déplore que l'État... Non mais... je vous le dis. Voilà, c'est une réponse claire. C'est une réponse claire. Non mais pour moi, elle est claire. Vous le soutenez. Voilà. Je déplore que l'État n'ait pas entendu et que, comme d'habitude... Ça, pardonnez-moi, c'est du pipeau. Mais vous déplorez, mais vous soutenez. Donc, excusez-moi, mais vous soutenez. C'est manichéen. Je peux vous répondre clairement? Je vous en prie. Alors, je déplore que l'État n'ait pas entendu et soit passé tout droit comme dans bon nombre de cas. Il est engagé. Nous avons besoin de ce parc éolien, en particulier aussi pour l'emploi local. Et ça, vous n'en parlez jamais. Maintenant, sur la deuxième question. Mais alors, le calendrier. C'est 25 emplois, c'est rien du tout. Le calendrier, Julien Bayou. Yannick Jadot, on l'a encore parlé ce matin sur notre radio, 20 à 25 ans. Personne ne dit qu'il faut fermer les centrales. Maintenant, et vous les remplacez comment? Par quoi? Par la montée en charge des énergies renouvelables. C'est bien que c'est pas possible. Et la rénovation thermique. Ça fait des décennies. La rénovation thermique, certes. Là, oui, mais enfin, pourquoi vous l'avez pas fait? Mais c'est pas suffisant. Pourquoi vous l'avez pas fait? C'est bien sûr que si. Le Green New Deal, ce que nous proposons depuis des années. Gaël Giraud, l'économiste, par exemple, estime qu'on peut créer des centaines de milliers d'emplois. On va pas malheureusement en faisant la rénovation thermique, c'est-à-dire rentrer dans les détails techniques. Permettre à chacune de se chauffer correctement. Des économies sur le porte-monnaie, sur l'énergie. Ça crée des emplois, ça limite les émissions de gaz à effet de serre. Je n'espérais pas vous convaincre. Vous dites je regrette c'est infaisable. On l'a vu, le débat des Républicains, hier, pas une seule minute sur le climat ou sur l'écologie. Quelle planète voulons-nous léguer à nos enfants? C'est ça la question. Mais on veut tous une belle planète, on veut tous une planète. Et soutenez les écologistes. On n'a pas les mêmes moyens pour y arriver, c'est tout. Un dernier détour, si vous voulez bien, messieurs, par le Figaro Live. Est-ce que vous êtes là, Vincent? Oui, Vincent. Toujours. Les lecteurs du Figaro sensibles à la question de la chasse. Vous ne pouvez pas me le retirer, ça c'est vrai. Et à cette proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs pendant le week-end, qui a fait beaucoup de bruit. Oui, c'est la proposition choc donc, de Willy Schren, donc président de la Fédération de la chasse. Alors dans les colonnes du JDD, soyons fair-play, donc de donner aux 1500 agents assermentés, membres de sa fédération, des pouvoirs de police. Alors, ce seraient des pouvoirs, il précise, sans armes, avec simplement les compétences de pouvoir dresser des PV et également de constater des flagrants délits, notamment dans des dépôts, en matière de dépôt d'ordures illégaux, de divagation d'animaux domestiques ou de circulation de véhicules à moteur, motos, dans des forêts, dans des endroits qui seraient interdits. Qu'est-ce que vous en pensez? Diversion. Nous avons besoin d'encadrer la chasse. Et il y a une succession de drames majeurs. Et le président du lobby essaie de faire diversion avec une proposition rigoureusement inapplicable. Fort heureusement, le droit public interdit de déléguer la police et d'organiser des milices privées. Fort heureusement, et depuis très longtemps. Nous avons besoin évidemment d'agents publics. Je regrette que la droite ou la République En Marche se battent sur le nombre de fonctionnaires à supprimer. Comment voulez-vous assurer la sécurité si vous réduisez le nombre de gendarmes, de gardes champêtres, de policiers? Nous voulons recruter des agents publics, en particulier dans les zones rurales. Mais s'agissant de la chasse, l'urgence, c'est l'encadrement. Qu'on puisse profiter des moments en forêt. Je le redis, pendant les vacances scolaires, vous accueillent les enfants. Encadrement et limitation des jours de chasse. Et un enjeu dont on ne parle jamais, et qui a été pointé par cette pétition « Un jour un chasseur » qui a atteint 100 000 signatures au Sénat, et j'espère que le Sénat il s'honorerait à répondre à l'interpellation. Combien y a-t-il d'armes en circulation? Personne ne le sait. Quand un chasseur décède, qui part à la retraite, qu'est-ce qu'on fait de l'arme? Elle n'est pas détruite. Et on la retrouve souvent dans les forcenés qui attaquent nos forces de l'ordre ou dans les scènes de féminicide. Nous voulons l'encadrement de la chasse et savoir combien il y a. Donc il faut aller chez les gens et voir s'ils ont un fusil du grand-père. Ça vous surprend pas? Non, mais c'est pas inintéressant comme constat. Vincent, une dernière interpellation, très vite. Oui, peut-être quand même, pour être clair, vous pensez que un chasseur est un assassin potentiel, là, ou pas? Je vous dis qu'il y a une urgence de réguler la chasse. Non, mais il vous pose une question claire. J'ai jamais dit ça. Je vous dis qu'il n'y a pas d'autre loisir, entre guillemets, non. La réponse est non. Vous ne pensez pas qui fasse autant de dommages, qui fasse autant de drames, qui nuisent autant évidemment à la biodiversité. Il y a pas d'autres pays. Ils servent de régulation aussi. Est-ce que vous pensez vous pouvez pas dire ça? Non, vous pouvez pas dire ça. Alors que le président lui-même a dit qu'il en avait, je cite, rien à foutre de la régulation. Arrêtez avec cet argument. Il a dit que son plaisir, c'était tuer. Nous voulons encadrer. Est-ce qu'un chasseur est un assassin en puissance? Oui ou non? Je n'ai jamais dit ça. Non, mais dites
dites-moi, oui ou non. Bah, dites non alors. Dites non. Bah, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des chasseurs qui sont dangereux. Vous savez, il n'y a qu'une façon de dire non, c'est non. Je crois que c'est Talleyrand qui disait ça. Donc c'est non. Non. Ok. Et pour autant, je veux encadrer la chasse. Merci beaucoup d'avoir